Mark Agnifilo, l'avocat de Sean Combs, présentera la plaidoirie finale de la défense ce matin 27 juin 2025. Lors de sa plaidoirie finale jeudi, la procureure adjointe Christy Slavic a décrit Sean Combs comme le chef d'une entreprise criminelle entourée de collaborateurs qui servaient ses intérêts personnels. Elle a souligné que cette entreprise allait bien au-delà de sa société officielle, impliquant son entourage proche dans des actes illégaux tels que l'achat de substances, la corruption et la dissimulation de violence. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. Slavic a énuméré les crimes présumés, incluant enlèvement, distribution de substances, incendie criminel, travail forcé, et surtout, trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation de rapports intimes, cœur de l'affaire. Elle s'est appuyée sur les témoignages de Cassie Ventura et d'une autre femme, appelée Jane, expliquant que Combs avait engagé des dizaines d'hommes pour avoir des rapports intimes avec elle, souvent sous la contrainte ou par manipulation. Elle a notamment évoqué 3 nuits d'hôtel précises, décrites par Jane comme les plus flagrantes, ajoutant que d'autres situations similaires s'étaient produites dans un contexte de pression psychologique constante. Mark Agnifilo, l'avocat de la défense, avait présenté sa plaidoirie finale ce matin-là. Une fois son intervention terminée, le gouvernement devait avoir l'occasion de répondre avant que le juge ne donne ses instructions au jury, qui allait ensuite entamer ses délibérations. Avant le début de cette phase cruciale, la mère et la sœur de l'accusé étaient assises dans la section réservée à la famille, tandis que l'équipe de défense s'apprêtait à utiliser de grands graphiques qu'elle comptait afficher pendant la plaidoirie. Le début de la plaidoirie avait été retardé par l'absence temporaire d'un juré, confronté à un problème de transport. Une fois le juré arrivé, le juge Arun Subramanian avait annoncé que la procédure commencerait dans 5 minutes. C'est à ce moment-là que Mark Agnifilo avait pris la parole. En introduisant sa plaidoirie, Agnifilo avait affirmé qu'il s'agissait, selon lui, de l'histoire de 2 procès. Le premier, disait-il, était celui raconté par les témoins, les messages textes et les vidéos. Le deuxième procès est celui tel que le racontent les procureurs, avait-il déclaré. C'est, à mon avis, le faux procès. C'est le procès exagéré. Ce n'est pas le vrai procès. Il avait poursuivi en expliquant que ce qu'il appelait le vrai procès, celui des preuves, décrivait un mode de vie. Vous voulez appeler ça des échangistes. Il avait ajouté, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est comme ça. C'est ce que montrent les faits. En revenant sur la personne de l'accusé, Agnifilo avait déclaré, Sean Combs est devenu quelqu'un de très, très difficile à incarner. Très difficile à incarner. C'est un entrepreneur noir autodidacte et prospère. Il avait insisté sur le fait que son client avait créé des entreprises merveilleuses, sophistiquées et réelles, qui avaient résisté à l'épreuve du temps. Il avait rappelé que certains anciens employés de Combs avaient, lors de leur témoignage, dit des choses positives à son sujet. Il avait souligné. L'ont-ils toujours aimé? Pas question. N'en parlons même pas. Mais il l'aimait. Il ne voulait pas le quitter. Agnifilo avait ensuite salué les entreprises créées par Combs, affirmant qu'elles étaient fondées sur la diversité. Il avait précisé que son client pratiquait la diversité, l'équité et l'inclusion, connue sous l'acronyme DEI, bien avant que cela ne devienne une obligation dans le monde professionnel. Il faisait cela en 1993, à l'âge de 24 ans, tout seul, avait-il affirmé. L'avocat de la défense avait également rejeté catégoriquement l'idée, selon laquelle l'entreprise de Combs serait une organisation de type mafieux. Il avait soutenu qu'aucun témoin n'avait jamais affirmé faire partie d'un tel complot ou avoir travaillé dans une entreprise criminelle. Vous n'avez pas entendu cela dans les preuves, vous n'avez pas entendu cela de la part des témoins, avait-il insisté. Enfin, Agnifilo avait rappelé que 6 des 7 enfants de Combs étaient présents dans la salle d'audience, aux côtés de leur grand-mère. Il avait expliqué que cela en disait long sur le caractère de son client. C'est un homme qui prend soin des gens. Il avait affirmé que cela se reflétait dans sa relation avec Jane, indiquant que Combs finançait la maison où elle s'occupait de son enfant. J'espère qu'elle passe une bonne journée, mais tu sais où elle passe son temps? Dans une maison qu'il paie, avait conclu Agnifilo. L'avocat de la défense Mark Agnifilo avait adopté un ton sarcastique en évoquant les perquisitions menées en 2024 par les Homeland Security Investigations dans les résidences de Sean Combs à Los Angeles et à Miami Beach. Il avait déclaré « Des boîtes d'Astroglide, retirées des rues. Ouah !
Je me sens déjà mieux. Le lubrifiant artificiel, pas pour moi. Et il avait ajouté, les ruses américaines sont à l'abri de l'Astroglide. Il avait continué en citant les objets trouvés, de l'huile pour bébé, des substances à usage personnel et 5 comprimés de Valium. Ils s'étaient moqués. Ils ont réussi. Ça en valait la peine. Heureusement qu'il y a l'équipe d'intervention spéciale. Ils ont trouvé l'Astroglide, l'huile pour bébé et 5 comprimés de Valium. Bravo les gars. Annie Philo avait aussi souligné qu'aucune des prétendues victimes n'avait contacté les forces de l'ordre. Mais ils appellent quelqu'un. Ils appellent les avocats des parties civiles. C'est eux qu'ils appellent. Il ne s'agit pas d'un crime, mais d'une question d'argent. Il avait poursuivi en affirmant « Cassie Ventura a poursuivi Sean Combs pour 30 millions de dollars parce que Sean Combs a 30 millions de dollars. » Et selon lui, cette enquête est issue de cette affaire civile. Pas de 30 millions de dollars, pas de poursuite. Pas de 30 millions de dollars, pas de poursuite pénale. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour l'argent. Ce jour-là, l'équipe de défense de Sean Combs avait pris la parole pour sa plaidoirie finale dans le procès pour trafic de rapports intimes et complot de racket, faisant suite à la longue présentation de l'accusation la veille, d'environ 5 heures. Selon Misty Maris, analyste juridique pour CNN, la présentation de l'accusation avait été très efficace, bien qu'un peu lourde sur la fin. C'était très, très long, et vers la fin, surtout lorsqu'ils ont abordé certains des éléments les plus fastidieux, c'est devenu un peu excessif, voire ennuyeux. Pourtant, il le fallait vraiment, avait-elle dit. Elle avait estimé que les procureurs avaient très bien simplifié des concepts complexes, comme la loi RICO et le trafic de rapports intimes, les rendant compréhensibles pour tout le monde. Les visuels, images et diapositives présentées avait, selon elle, renforcé la clarté de l'argumentation. Elle pensait que la défense allait s'attaquer à la crédibilité du dossier de l'accusation et au contenu de nombreux SMS, montrant l'état d'esprit des victimes présumées et des employés à l'époque. Je ne pense pas que le verdict sera rendu rapidement, avait-elle déclaré, en raison de la complexité de la loi RICO. Marc Agnifilo, lui, avait répété à plusieurs reprises « Nous sommes responsables des violences conjugales ». Il avait reconnu que la défense n'avait pas contesté les propos des 2 anciennes compagnes de Combs, Cassie Ventura et Jane, à ce sujet. Je ne pense pas que nous lui ayons posé une seule question pour contester quoi que ce soit qu'elle ait dit à propos du fait d'avoir été frappée ou traînée, avait-il déclaré en parlant de Ventura. Il avait précisé qu'il s'agissait bien de violences conjugales dans la relation avec Ventura, en se référant à une déclaration faite par cette dernière sur les réseaux sociaux, après la publication par CNN d'une vidéo montrant Combs en train de l'agresser à l'hôtel Intercontinental. Elle a été très précise et très claire sur le problème qui se posait à elle. Le problème pour elle qui était là, c'est la violence conjugale. Et il avait insisté. Quand elle dit que la violence domestique est le problème, je vous demande de la croire. Il avait dit au jury que Ventura, qui avait intenté un procès en novembre 2023 réglé le lendemain, avait gagné. Si vous deviez choisir un gagnant dans toute cette affaire, il serait difficile de ne pas choisir Cassie, avait-il souligné, rappelant que Combs était en prison en attendant le verdict. Selon lui, leur relation n'avait rien à voir avec un complot de racket. C'était une vraie relation et ils étaient amoureux. Il avait ajouté, Cassie n'était pas une blague, et c'est pour ça qu'il l'aimait. Elle lui ressemblait. Elle était comme lui. Il avait décrit leur relation comme une grande histoire d'amour moderne, affirmant que certains SMS échangés entre eux pouvaient tirer des larmes. Ventura aurait fait le choix de quitter la relation en 2018, et selon lui, sans aucune opposition. Elle a toujours été libre de partir. Elle a choisi de rester parce qu'elle était amoureuse de lui. Annie Philo avait aussi évoqué leur intimité. C'est une femme qui aime vraiment les rapports intimes. Tant mieux pour elle. Elle est belle, et elle a raison. Elle est intense. Elle n'a peur de rien. Et il avait ajouté, ils étaient au meilleur de leur forme en matière de rapports intimes. Ils se disputaient avec d'autres femmes. Il avait souligné qu'aucun des nombreux SMS admis comme preuve ne montrait de rejet. Vous n'en trouverez aucun où elles disent « Je n'ai pas aimé ce rapport intime. Tu ne m'attires pas. Je n'aime pas notre vie intime. Ce n'est tout simplement pas pour moi. » Selon lui, ils étaient compatibles dans ce domaine. Je suppose qu'on pourrait les appeler des échangistes. Je suppose qu'on pourrait appeler ça un style de vie.
Il avait rappelé que Kid Cudi avait confirmé que Cassie Ventura l'avait joué. Elle l'a bien joué aussi. Elle les a tous les deux joués, avait-il affirmé. Annie Philo avait critiqué l'argument de l'accusation selon lequel Ventura avait peur de Combs. Elle lui a menti pendant longtemps, encore et encore, alors qu'elle entretenait une relation avec un autre auteur-compositeur-interprète sous son nez. Elle n'a pas peur de lui. Il avait décrit Ventura comme une « gangster », citant l'utilisation d'un téléphone jetable pour communiquer avec Kid Cudi. Il avait ensuite abordé l'allégation d'enlèvement de 2004 faite par Capricorn Clark, ancien employé, qui avait affirmé avoir été retenu 5 jours pour un test au détecteur de mensonges. Clark est un peu à part, avait-il commenté. Clark avait déclaré vouloir retrouver sa vie d'avant, celle autour de Sean Combs. Elle avait reconnu avoir tenté de le recontacter pour du travail après son départ. Annie Philo avait dit qu'elle avait le béguin pour lui, espérant une relation plus qu'amicale. Il avait évoqué son témoignage. Elle avait affirmé qu'un homme massif l'avait menacé de la jeter dans l'East River si elle refusait le test. Annie Philo s'était moqué que ce fait soit retenu comme base du complot de racket. Il avait comparé ses allers-retours avec les agents de sécurité à la routine du jury chaque jour au tribunal. Vous êtes aussi kidnappé qu'elle l'a été. Et il avait affirmé « Je suis convaincu qu'elle était troublée, mais elle n'a pas été kidnappée. » Il avait rappelé qu'à l'époque, Combs jouait à Broadway, participait à une campagne électorale majeure et gérait plusieurs entreprises. Vous pensez qu'il attend avec impatience de savoir si elle a réussi le test du détecteur de mensonges? Il s'en fiche complètement. Il n'y est pour rien. Annie Philo avait aussi nié une autre accusation d'enlèvement formulée par Clark, selon laquelle Combs serait venu chez elle armé pour l'emmener chez Kid Cudi en 2011. Selon lui, elle avait probablement été flattée par cette visite. S'il lui proposait de faire un voyage sur la Lune, elle irait, et il le sait, il n'a pas besoin d'armes. Il avait insisté. Si Capricorn avait dit « arme », Cudi se serait souvenu de « arme ». Tu n'oublieras pas « arme ». Arme est un des mots qui font peur dans notre langue. L'agent de police présent n'avait pas non plus mentionné d'arme, qualifiant l'incident d'intrusion. Annie Philo avait soutenu que Clark avait menti pour ne pas avoir l'air de collaborer volontairement avec Combs. Elle ne veut pas donner l'impression qu'elle fait partie de cela. Il avait reconnu que Combs était bien allé chez Kid Cudi et que l'escalade utilisée appartenait à son entreprise. Enfin, il avait réfuté toute implication dans l'explosion de la voiture de Kid Cudi, affirmant « Il va se battre. Il ne va pas faire exploser sa voiture. » Il avait jugé l'enquête sur cet incendie terrible, notant que les empreintes digitales avaient disparu et que le seul ADN retrouvé appartenait à une femme. Pendant qu'il plaidait, Annie Philo faisait les 100 pas, souvent loin du micro, rendant ses propos parfois inaudibles. Combs, quant à lui, était agité. Il tapait du pied, secouait les jambes et bougeait nerveusement les mains. Le visage figé, il avait transmis un mot à ses avocats. Pendant ce temps, la procureure Maureen Comey roulait des yeux et souriait ironiquement. L'un des avocats de la défense, Xavier Donaldson, avait même caché sa tête dans ses mains à un moment donné. L'avocat de la défense, Mark Annie Philo, avait soutenu que lorsque Sean Combs avait offert de l'argent au personnel de l'hôtel Intercontinental après l'agression de Cassie Ventura en 2016, il ne s'agissait pas d'un pot de vin au sens légal. Selon lui, Combs cherchait uniquement à éviter une mauvaise publicité, et non à entraver une enquête des forces de l'ordre, lesquelles étaient, d'après ses mots, loin de la situation, à l'hôtel. Il avait aussi affirmé que Ventura ne souhaitait pas leur intervention. Les forces de l'ordre n'étaient d'ailleurs arrivées que plusieurs heures plus tard, alors que Combs frappait à la porte d'un appartement. Annie Philo avait mentionné les nombreuses tentatives de Combs pour contacter Ventura après son départ de l'hôtel. Il l'appelle, et elle le repousse, comme il se doit, avait-il déclaré. Il essaie juste d'attirer son attention. Concernant le cas de Mia, survenu en 2023 et 2024 dans le cadre de l'enquête fédérale, Annie Philo avait assuré que Combs n'avait pas tenté de falsifier des preuves. Il avait accusé le gouvernement d'avoir induit le jury en erreur en suggérant que D-Rock, ancien chef de la sécurité, avait tenté d'acheter le silence de Mia. Il avait présenté des messages échangés entre Mia et D-Rock dans lesquels elle disait qu'elle n'avait plus d'argent, et où D-Rock lui proposait de l'aider financièrement. Il n'avait toutefois pas évoqué d'autres échanges entre eux pendant l'enquête. Après une pause de 15 minutes, le juge Arun Subramanian était revenu. Avant cette interruption, la procureure adjointe Maureen Comey
avait demandé au juge d'émettre des directives correctives, estimant que la plaidoirie finale de la défense contenait 3 éléments inappropriés. Une remise en cause des choix d'inculpation des procureurs, une déclaration selon laquelle la vidéo montrait une simple agression délictuelle, et une suggestion erronée que Combs était accusé de crimes comme l'incendie criminel ou l'enlèvement, alors qu'il faisait partie des prédicats de racket. Le juge avait qualifié ces arguments de extrêmement inappropriés et avait promis des instructions correctives. Quand le jury était revenu, Subramanian leur avait expliqué qu'il ne devait pas tenir compte des commentaires portant sur les décisions d'inculpation. Il serait inapproprié pour vous de prendre en compte de telles questions dans vos délibérations, et vous devriez ignorer ces commentaires, avait-il précisé. Il leur avait également rappelé que seul le juge leur fournirait les instructions juridiques. Annie Philo avait ensuite reparlé de Mia, ancienne employée de Combs, qui avait témoigné sous pseudonyme en accusant Combs de multiples abus physiques, émotionnels et de rapports intimes forcés. Il avait insisté sur le fait qu'elle avait témoigné sous une fausse identité, affirmant que la femme joyeuse aperçue dans la vidéo d'anniversaire montrait sa vraie personnalité. Selon lui, elle avait menti en affirmant avoir été agressée rapports intimement. Il ne s'agissait pas d'un contact intime non désiré, avait-il déclaré. Mia avait pourtant affirmé que Combs l'avait agressée rapports intimement à plusieurs reprises, allant jusqu'à la forcer à lui faire une fellation. Annie Philo, de son côté, avait soutenu que leur relation était consentie, se basant sur un message dans lequel Combs menaçait de tout révéler à Cassie Ventura. Cassie n'est pas au courant, et Mia ne veut pas que Cassie le sache, avait-il expliqué. Il s'était ensuite demandé pourquoi Combs aurait menacé de parler à Ventura s'il avait fait quelque chose de mal. Il avait également mis en avant les publications positives de Mia à propos de Combs sur les réseaux sociaux, soulignant que celle-ci reflétait ses véritables sentiments. Il avait montré l'album que Mia avait créé pour le 45e anniversaire de Combs, qu'il avait qualifié de geste d'amour. Une photo montrait aussi Mia entourée de membres de l'équipe de Combs, comme Christina Coram, chef de cabinet. Pensez à un mot ou une expression qui vous vient à l'esprit. Joie, famille, maison, appartenance, avait-il demandé au jury. Entreprise de racket? Ceci, c'est votre entreprise de racket, les amis. Mia avait travaillé pour Combs de 2009 à 2017. Ventura avait été en couple avec lui de 2007 à 2018. Selon Annie Philo, il n'y avait aucune preuve que Combs ou son entreprise ait conspiré pour distribuer ou posséder des substances dans l'intention de les distribuer. Il ne fait aucun doute qu'il consommait des substances pour son usage personnel, avait-il reconnu. Il a manifestement un problème de substances. Il avait admis que des assistants récupérèrent des substances pour Combs, mais avait nié que cela soit lié aux entreprises qu'il dirigeait. Le but de ces entreprises n'a rien à voir avec le fait de lui procurer des substances. Après la pause déjeuner, le juge Arun Subramanian était revenu sur le banc. Il avait estimé qu'il serait plus logique de donner ses instructions au jury le lundi matin, plutôt que plus tard dans l'après-midi. Il avait également précisé que, dès que la procureure adjointe Maureen Comey aurait terminé sa réplique, estimée à 90 minutes, il rendrait son avis au jury et leur proposerait de délibérer aussi longtemps qu'ils le souhaiteraient. L'avocat de la défense, Mark Annie Philo, avait ensuite repris sa plaidoirie finale. Il avait reconnu que les accusations de Cassie Ventura, affirmant que l'accusé avait freiné sa carrière artistique, étaient fondées. Il avait rappelé que Capricorn Clark, un ancien employé de la maison de disques, avait déclaré que Cassie avait reçu la majorité des ressources et de l'attention de 2007 à 2010. Clark avait ajouté que Cassie était une artiste d'enregistrement, talentueuse, mais qu'elle n'était pas une star naturelle. Le fils de l'accusé, Christian Combs, s'était associé à Kanye West pour sortir de nouveaux morceaux, dont une chanson intitulée Diddy Free. Ce morceau faisait partie d'un projet de 7 titres, lancé le vendredi même où la défense présentait sa plaidoirie finale. Le refrain disait « On ne dormira pas tant qu'on ne verra pas Diddy libre ». West avait d'ailleurs fait une brève apparition au tribunal plus tôt dans le mois. Vers 20h07, l'accusé avait été vu souriant, interagissant avec son avocat et sa famille, dans la salle d'audience pendant une pause où le jury était absent. Laura Coates, analyste juridique présente dans la salle, avait décrit « Parfois il souriait, il interagissait, il parlait à son avocat, il faisait presque de la pantomime, imitant son avocat pendant qu'il parlait. » Elle avait ajouté « Ses filles, assises une ou deux rangées derrière lui, ont transmis une note à l'avocat, se sont regardées, ont fait un geste du poing
et ont souri à leur père d'une manière encourageante. 6 de ses 7 enfants étaient présents au tribunal, ainsi que sa mère, Janice Combs. Coates avait aussi raconté qu'une de ses jumelles avait frotté le dos de leur grand-mère pendant un moment délicat de la plaidoirie, alors que Janice avait la tête baissée, presque recroquevillée. C'était un moment vraiment très humain, avait-elle ajouté. L'accusé avait également réagi à la présentation d'Annie Philo devant le jury, notamment lorsque celui-ci avait évoqué le témoignage de Kid Cudi concernant l'incendie de sa voiture. C'est le genre de personne qui préférerait affronter Kid Cudi directement, avait dit Annie Philo. À cela, l'accusé avait acquiescé abondamment, selon Coates. Concernant les vidéos des freak-offs, Annie Philo avait admis que l'accusé avait peut-être menacé de les publier, mais n'aurait jamais mis ces menaces à exécution. Il avait qualifié ces vidéos d'illustration de « une belle soirée » en déclarant « La musique est agréable, l'ambiance semble amicale et décontractée, tout le monde sourit, il rit, oubliez la partie rapport intime. » Il avait soutenu qu'il s'agissait de « une intimité réelle et authentique » et que la nature physique des échanges n'était pas agressive. Il avait mentionné 2 hommes ayant participé à ces soirées avec Ventura, affirmant qu'ils pensaient tous les deux que Cassie était intéressée par ça. « Je ne pense pas que ce soit le seul homme en Amérique à faire du porno fait maison », avait-il commenté. En ce qui concerne Jane, qui avait eu une relation avec l'accusé entre 2021 et 2024 et avait témoigné sous pseudonyme, Annie Philo avait déclaré qu'elle était motivée par les beaux objets et les voyages qu'elle aimait exposer sur les réseaux sociaux. Il avait dit « Elle aimait Combs, mais elle était concentrée sur ce que j'en retirais et que le monde pouvait voir. » Annie Philo avait réitéré un argument sur les rapports intimes entre l'accusé et Cassie Ventura, qui avait partagé sa vie de 2007 à 2018. Le gouvernement a affirmé qu'il ne qualifiait pas chaque nuit d'hôtel de trafic rapports intimes. Alors, lesquels l'étaient? Et comment était-il censé faire la différence? Il avait aussi affirmé que Jane fréquentait régulièrement des célébrités et se sentait à l'aise dans cet univers. C'est comme ça qu'elle se déplace, avait-il dit, en rappelant les informations concernant le père de son enfant et sa présence avec un rappeur à Las Vegas en janvier 2024. Il avait précisé que l'accusé avait pris soin d'elle et de son enfant parce que le père avait laissé tomber la balle. Il avait évoqué le paiement du loyer de Jane à Los Angeles comme un geste de gentillesse et non comme un acte lié au trafic rapports intimes. Jane recevait une pension alimentaire de $5 000, qu'il avait qualifiée de « assez minable ». Devinez qui lui en donne le plus? Celui qui n'a aucune responsabilité envers cet enfant, avait-il lancé. Même après son témoignage, l'accusé continuait de payer ce loyer. Ils ont conclu un accord et il l'a respecté, tant mieux pour lui, avait ajouté Annie Philo. Il avait ensuite lu un extrait du témoignage de Jane, où elle avait déclaré avoir, malheureusement, accepté de passer une nuit dans un hôtel lors d'une fête de sobriété. Lorsqu'interrogée sur ses regrets, elle avait dit « Je crois que le ressentiment et le regret se fondent sur les mêmes sentiments. » Annie Philo avait ajouté « Elle regrette d'avoir fait un choix qui, peut-être des années plus tard, aurait été différent. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle le regrette tout simplement. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'a pas volontairement participé à l'époque. Elle est d'accord, il la voit accepter. Elle le regrette, elle lui en veut. Tout cela viendra plus tard. » Concernant l'incident du 18 juin 2024 à Los Angeles, Jane avait affirmé que l'accusé l'avait frappé à coups de pied et traîné. Annie Philo avait décrit cet événement comme « vraiment inexplicable », précisant qu'il n'y avait jamais eu de violence auparavant dans leur relation. Il avait affirmé que Jane avait claqué la tête de l'accusé contre un comptoir et montré une photo prise une demi-heure avant l'incident. Une demi-heure plus tard, on se lance dans une guerre sainte contre ce type. Frapper quelqu'un au visage, on ne peut pas faire plus agressif. Il avait mentionné que Jane avait traité l'accusé de pédophile à plusieurs reprises, bien que l'autre femme fréquentée à l'époque fût adulte. Est-ce qu'elle cherche à le faire réagir? Avait-il demandé. Annie Philo avait insisté sur les incohérences du récit de Jane concernant l'altercation, reconnaissant néanmoins une violence domestique. Il avait estimé que les preuves montraient que Combs l'avait frappé 2 fois. Il avait aussi suggéré que Jane avait peut-être provoqué la bagarre, sachant qu'une enquête fédérale était en cours,
et qu'elle avait pu appeler un artiste masculin pour créer un récit. Annie Philo s'était moquée de l'accusation, disant qu'elle n'avait fait témoigner que 2 hommes qui auraient eu des rapports intimes avec Ventura sous les yeux de l'accusé, alors qu'aucun homme n'avait témoigné concernant Jane. Il avait rappelé que la procureure Christy Slavic avait montré 27 photos d'hommes supposément payés pour ces rapports. Les 2 témoins avaient dit ne pas être des prostituées et ne pas avoir traversé les frontières pour rencontrer l'accusé. Ils avaient affirmé avoir été payés par Combs et Ventura après les rapports. L'avocat avait évoqué Cowboys for Angels, un service d'escorte utilisé lors des freak-offs. Des messages échangés entre l'accusé et un cadre de l'agence avaient été montrés au jury. Annie Philo avait déclaré que la légalité de tels services était floue. Pourquoi est-il censé en savoir plus qu'eux, s'ils sont en affaires et qu'ils envoient des escortes? Il avait insisté sur le fait que les gens perdent pour du temps, et que si des rapports ont lieu ensuite, cela semble ne pas être illégal. Enfin, Annie Philo avait souligné qu'aucun complice présumé n'avait été inculpé avec Combs. Le gouvernement suggérait que Christina Coram, ancienne chef de cabinet, en était une, mais il avait soutenu qu'elle n'était qu'une employée serviable. Il avait demandé « Un complice défoncerait la porte, non? Si John Gotti était à votre porte, appelleriez-vous Sammy le taureau Gravano ?» Après la pause déjeuner, le juge est revenu sur le banc et le jury est entré dans la salle d'audience. L'accusation a repris la parole pour une dernière réplique face aux plaidoiries de la défense. La procureure adjointe Maureen Comey a entamé sa réfutation en déclarant que la défense avait dépensé beaucoup d'énergie à essayer de blâmer les victimes et le gouvernement américain pour ses mensonges, ses menaces et son comportement inexcusable. Elle a insisté, il a multiplié les excuses pour justifier son comportement inexcusable. Comey a affirmé, ce procès a montré que, dans le monde de Sean Combs, le non n'était jamais une option. Elle a soutenu que celui-ci tentait de se soustraire aux accusations de transport fédéral en prétendant ne jamais avoir payé qui que ce soit pour des relations intimes. Or, selon elle, il a fait voyager des escortes à travers le pays, les a regardés faire l'amour pendant qu'ils se masturbaient, puis il leur a donné de l'argent. Elle a ajouté que l'idée défendue selon laquelle ces événements n'étaient pas liés ne passe même pas le test du rire. Le bon sens seul montre que lorsque l'accusé a fait venir ses escortes, ce n'était pas pour leur conversation animée. C'était pour des raisons de rapports intimes, a-t-elle déclaré. Et elle a été encore plus directe. Son argent est destiné aux rapports intimes, à la performance intime, pas autant. C'est de la prostitution. Elle a reconnu que certains hommes auraient pu accepter d'y participer sans compensation, mais, lorsqu'ils recevèrent de l'argent à la fin de la soirée, ils étaient payés pour des rapports intimes. Elle a précisé que l'avis des escortes sur la nature de l'échange n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, selon la loi, c'était l'état d'esprit de Combs au moment où il les transportait pour des raisons de prostitution. Comey a évoqué un message envoyé par Combs à Ventura, où il demandait de vérifier que les escortes n'étaient ni pas des policiers infiltrés, ce qui prouvait, selon elle, qu'il savait que ces actes étaient illégaux. Le jury a également vu un message où il posait directement la question à une escorte. « Tu es flic ?» Concernant la prétendue nature légale de ces entreprises, Comey a répondu « Une entreprise peut avoir des objectifs légaux et illégaux. » Elle a précisé que les procureurs ne disaient pas que ces sociétés étaient elles-mêmes illégales, mais qu'elles avaient servi à canaliser de l'argent destiné à ces activités. Elle a cité Christina Coram, ancienne chef de cabinet, et Eddie Rock, ancien chef de la sécurité, comme jouant un double jeu. Ils étaient amis avec Cassie Ventura parce que cela aidait à la ramener à Combs et à satisfaire ses demandes. Ils ont joué sur les 2 tableaux, a-t-elle dit. Comey a déclaré que le témoignage de Cassie Ventura et celui du rappeur Kid Cudi confirmaient les propos de Capricorn Clark, une ancienne employée qui affirmait avoir été enlevée par Combs et forcée à l'accompagner chez le rappeur. Le jury a vu une transcription où Kid Cudi déclarait que Clark l'avait appelé depuis l'extérieur pour l'avertir que Combs était là et qu'elle avait été forcée de venir. Lorsque la défense a affirmé que Clark avait menti en disant que Combs était armé, Comey a répliqué « Il est tout à fait logique que lorsqu'il s'apprête à tuer un autre homme, il soit armé. Lorsqu'il frappe une femme 2 fois plus petite que lui, il n'a pas besoin d'armes. Mais lorsqu'il s'en prend à un homme physiquement aussi fort que lui, il est armé. » À propos de l'explosion de la voiture de Kid Cudi, elle a dit que même si Combs n'avait pas lui-même lancé le cocktail Molotov, il en avait été l'instigateur.
Ventura avait témoigné que Combs lui avait dit « Il allait faire exploser la voiture ». Et Comey a rappelé « Et voilà qu'elle a explosé ». Comey a ensuite parlé d'un accord de non-divulgation signé par Eddie Garcia, un agent de sécurité de l'hôtel Intercontinental. Garcia avait déclaré que, peu après une agression sur Cassie Ventura en 2016, Combs lui avait donné $100 000 en échange de la vidéo de surveillance. Il avait signé un accord stipulant qu'il s'agissait de la seule copie existante. Cet accord mentionnait aussi que Garcia devait informer Combs en cas d'assignation judiciaire, ce qui, selon Comey, montrait bien la peur qu'il avait de la police. Elle a cité les mots de Garcia. Combs lui avait conseillé de ne pas faire d'achats importants avec cet argent. Bien sûr qu'il pensait à la police et à une enquête, a affirmé Comey. C'est de la corruption. Elle a dépeint Combs comme un homme qui déléguait tout, y compris les tâches illégales. C'est un gars qui ne peut pas se procurer sa propre bouteille d'eau ou brancher son propre chargeur de téléphone, a-t-elle ironisé. Il déléguait et son entourage s'occupait du sale boulot à sa place. Concernant les freak-offs et nuits d'hôtel, la défense avait soutenu qu'elles étaient consenties. Comey a rejeté cette idée et a décrit ces moments comme être dans une chambre d'hôtel sombre, éveillée pendant des jours, couverte d'huile, portant des talons de 20 cm, souvent avec une infection urinaire, assise dans la même position, pratiquant des rapports oraux pendant des heures. Elle a continué. Avoir des rapports intimes pendant des heures, y compris avec des inconnus, une rotation d'hommes pendant des jours. Elle a soutenu que Ventura n'avait aucun intérêt à mentir. Elle avait déjà reçu $30 millions de Combs et de l'hôtel avant de témoigner. Pourquoi risquerait-elle tout en se parjurant lors d'un procès fédéral? À propos de Mia, Comey a affirmé « Elle ne fait certainement pas ça pour la gloire ou l'attention. N'oubliez pas qu'elle a demandé à témoigner sous un pseudonyme pour préserver sa vie privée. Vous savez pourquoi elle est venue ici. Elle vous l'a dit, parce qu'elle estimait que c'était la bonne chose à faire. » Comey a ajouté que témoigner avait été terrifiant pour elle. Elle rétrécissait physiquement lorsqu'elle parlait des agressions intimes, qu'elle a décrites comme les moments les plus traumatisants de sa vie. Répondant à la défense qui accusait Mia de jouer un rôle, Comey a répondu « Personne ne décerne d'Oscar ou de Tony Awards dans ce tribunal. Elle était là pour vous raconter ce qui s'est passé. » À propos de Jane, une autre accusatrice sous pseudonyme, Comey a souligné qu'elle n'avait jamais déposé de plainte. Jane a bien une motivation financière, mais c'est de mentir en faveur de l'accusé, de l'aider. Elle a rappelé que Combs payait encore son loyer et son avocat. La jalousie n'est pas une défense contre le trafic rapports intimes, a-t-elle ajouté. Elle a raconté que Jane, qui avait été en couple avec Combs de 2021 à 2024, avait été affectée par les publications sur d'autres femmes, réalisant alors l'ampleur de l'abus. Jane avait témoigné avoir fait venir des artistes à ses soirées, parce qu'elle pouvait au moins contrôler les hommes avec lesquels elle avait des rapports intimes. En 2023, Combs payait toujours son loyer, et Jane participait aux nuits d'hôtel par obligation. C'est de la coercition alors qu'elle avait peur de perdre sa maison si elle ne le faisait pas. Comey a aussi réfuté l'idée selon laquelle Ventura aurait librement participé à ses performances. Elle avait 21 ans à l'époque, et Combs contrôlait tout, sa carrière, sa voiture, son logement. Elle a souligné l'épuisement progressif de Ventura, puis a demandé, quand il lui a demandé d'organiser un freak-off, quel choix avait-elle? Comey a déclaré que la défense tentait de séparer la violence des rapports intimes. Être un agresseur conjugal ne constitue pas une excuse contre des accusations de trafic rapports intimes. Elle a insisté. Si l'abus consiste notamment à forcer son partenaire à des actes intimes commerciaux, c'est du trafic rapports intimes. Elle a rappelé que certains de ces freak-offs impliquaient des violences, notamment à l'hôtel Intercontinental. Ce ne sont pas de belles soirées, ce sont les mêmes choses, encore et encore, préparées pour le plaisir d'un seul homme. Elle a précisé. On ne peut pas séparer la violence des rapports intimes. Mais la violence en dehors de ces scènes visait à contrôler Cassie. Pour établir la culpabilité de Combs, il suffit qu'un seul freak-off ou nuit d'hôtel réponde aux critères du trafic rapports intimes. Elle a défini ce dernier comme l'obtention de rapports intimes par des moyens illégaux, la force, la fraude ou la coercition. Elle a affirmé que tous les avantages reçus par Ventura et Jane n'avaient servi qu'à renforcer le contrôle de Combs sur elle. Elles ont essayé de le quitter plusieurs fois, mais elles ont été aspirées à nouveau, en partie à cause du lien traumatique partagé. Elle a conclu,
Ses prétendus avantages, les maisons, l'argent, les ont enfermés. Le défendeur l'a fait exprès. Le coût de cette action n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il était plus que disposé à dépenser cette somme pour piéger Cassie et Jane. Enfin, elle a évoqué 2 incidents violents. L'agression de Cassie en 2016 à l'hôtel Intercontinental et celle de Jane en juin 2024 à Los Angeles. Ils étaient tellement accablants que la défense a désespérément tenté de les minimiser. Et elle a conclu: lorsque la violence est associée à des rapports intimes commerciaux non désirés, cela devient du trafic. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.